Bonjour chers étudiants, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et de continuer à vous dispenser le cours de l'audit comptable et financier. Maintenant, dans cette vidéo, je vais enchaîner sur la première phase d'une démarche d'audit. Nous sommes toujours dans la première phase, c'est-à-dire la phase de la planification, de la connaissance de l'entreprise et de son environnement, mais aussi de l'évaluation des risques de l'entreprise. Et donc, dans ce qui va suivre, je vais me focaliser sur trois points importants, les 3 points restants, à savoir l'évaluation des risques, l'évaluation du contrôle interne et l'élaboration du plan de mission. Donc voilà, après avoir traité les 3 premiers éléments, donc je vais maintenant attaquer les 3 éléments restants, les 3 points restants. Donc dans le premier point de l'évaluation des risques de l'entreprise, je vais traiter le risque ou bien les risques de l'entreprise et ses composantes, c'est-à-dire le modèle de risque et les composantes de ce modèle de risque, ainsi que les procédures d'évaluation des risques de l'entreprise. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que le risque d'audit, c'est le risque que l'auditeur émette un rapport sans réserve. C'est un risque qui est omniprésent dans toutes les missions d'audit. Car, comme vous le savez, l'auditeur, il peut se tromper, il peut y avoir un risque de négligence ou d'omission de sa part, etc., de la part de l'auditeur. Et ce qu'il faut souligner tout d'abord, c'est que d'après les standards de l'ISA, des normes de l'ISA, le risque d'audit est fixé entre 1% et 5%. Et ce risque-là est lié à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau risque d'anomalie significative. Et le deuxième niveau, c'est le risque de ne pas détecter toutes les anomalies par l'auditeur. Pour le premier niveau, risque d'anomalie significative, c'est-à-dire un risque lié à l'efficacité de contrôle interne de l'entreprise et un risque spécifique à chaque entreprise qu'on appelle risque inhérent. Pour le deuxième niveau, le risque de non-détection, c'est-à-dire c'est le risque que l'auditeur ne détecte pas toutes les anomalies parce que l'échantillon est non représentatif. Et donc, d'où le modèle de risque suivant, RA, risque d'audit, est égal RAS, c'est-à-dire risque d'anomalie significative, multiplié par RND, c'est-à-dire risque de non-détection. Donc, RA est le produit du RAS et du risque de non-détection. Et là, je dois préciser que, par exemple, si le commissaire aux comptes accepte un risque de 1%, un risque d'audit de 1%, le risque d'audit, c'est un risque acceptable. Hein, et si le commissaire aux comptes accepte 1% de risque d'audit, c'est-à-dire qu'il est moins confiant. Quand on accepte 1%, c'est-à-dire qu'on est moins confiant et qu'on cherche une assurance de 99% ou bien une confiance maximale de 99%. Et bien sûr, le commissaire aux comptes, il peut aller jusqu'à 5% s'il est confiant. S'il est confiant, c'est-à-dire, par exemple, si c'est son 4e mandat ou bien c'est son 3e mandat, donc il peut augmenter le risque d'audit, accepter un risque de 5%. Alors, je vais vous présenter quelques explications par rapport aux différentes composantes du modèle de risque. Je commence par le risque inhérent. Le risque inhérent, c'est un risque spécifique à chaque entreprise. Et cela signifie que toutes les entreprises, ils ont un risque
spécifique qui est commun, qui est à savoir la cessation de paiement. La cessation de paiement est un risque inhérent à toutes les entreprises. Et ce risque augmente quand l'environnement économique se dégrade. Et l'entreprise peut chercher à rendre moins visibles comptablement les conséquences de cette dégradation. Je fais aujourd'hui, dans le contexte de crise sanitaire, je fais allusion à la dégradation de l'environnement économique suite à la propagation du virus Covid-19. Donc cela peut être évoqué comme un exemple illustratif qui montre un petit peu comment l'environnement économique de l'entreprise et sa dégradation pourrait induire un risque de cessation de paiement. Et je peux donner quelques exemples aussi par secteur. Vous savez que dans le secteur immobilier, le risque inhérent de toutes les entreprises de l'immobilier, c'est les fausses déclarations. C'est le noir, c'est-à-dire des paiements avec l'espèce ou bien des paiements non justifiés par des factures, des paiements dans le noir. Bien. Il y a aussi un secteur qui présente un risque inhérent très remarquable, c'est le secteur informatique. Les stocks de biens informatiques dans une société comme IBM par exemple, ou Microsoft ou autres, ils ont une valeur qui se déprécie rapidement. Et vous savez que le commissaire aux comptes devrait être conscient que le prix d'un bien informatique, par exemple, égal à 10 000 dirhams en février d'une année N, pourrait être seulement de 2 000 dirhams en septembre N. Donc, il faut prévoir des ajustements. Et l'auditeur ne doit pas accepter l'évaluation réalisée par le comptable dans les états financiers, évaluation faite assez souvent par la méthode de CMUP, bien surtout, c'est-à-dire surtout pour les BNP. Bref, une entreprise également en difficulté financière, il a un risque inhérent de manipulation. Une entreprise de fabrication des outils, ou bien si je prends une entreprise qui fabrique les produits pharmaceutiques par exemple, il a un risque de pollution de l'environnement, etc., etc. Et ce que vous devez savoir, c'est que le risque inhérent est un risque constaté par l'auditeur. Il peut constater par exemple le risque inhérent à 50%. Deuxième composante du risque, c'est le risque lié au contrôle. Ce risque signifie que c'est un risque que les procédures de contrôle interne ne permettent pas d'empêcher ou de détecter les anomalies en temps opportun. C'est-à-dire que les procédures mises en place par les dirigeants ne permettent pas, ne sont pas efficaces pour détecter ou bien empêcher les anomalies au moment opportun. Par exemple, cela peut être lié à un style centralisé en matière de direction. Quand, par exemple, le directeur général détient seul l'information. Et vous savez que quand il y a moins de partage, il y a plus de risques. Par contre, quand il y a plus de partage, il y a moins de risques. Et d'après les normes ISA, l'auditeur, il devrait prendre connaissance du contrôle interne. Et le risque lié au contrôle interne est testé par un questionnaire suivant les 6 objectifs ou les 7 objectifs déjà vus. Je vais revenir sur cette question de l'évaluation du contrôle interne dans le point suivant. Alors, je prends un exemple concernant le risque lié au contrôle.
Si par exemple il n'y a pas une personne qui refait le contrôle une deuxième fois, qui refait par exemple le contrôle des factures, hein, qui refait, s'il n'y a pas quelqu'un qui refait les calculs des factures de vente et d'achat par exemple, il y aurait un risque, et un fort risque même, lié à la faiblesse de cette procédure de contrôle. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de contrôle, donc il y a plus de risques, etc. etc. Pour s'assurer, l'auditeur, il devrait, bien sûr, comme nous allons voir après, il devrait prendre un échantillon de factures qu'il va vérifier. Je vais vous donner par la suite quelle est la méthode pour trouver cet échantillon de factures à évaluer. Et je précise, comme je viens de dire pour le risque inhérent, je précise aussi que pour le risque lié au contrôle, le RLC, c'est un risque qui est constaté par l'auditeur également. Et il peut par exemple le constater à 10%. RLC est égal à 10% ou bien 20%. Bien. Alors pour plus d'explications aussi, je vous donnerai deux autres exemples. Dans le secteur de la distribution, il y a trois facteurs qui sont fondamentaux. C'est les ventes de marchandises, les achats de marchandises et les stocks. Et les procédures de contrôle interne doivent être renforcées, notamment pour s'assurer que toutes les marchandises achetées finissent par être vendues. Donc ça c'est le sens des procédures de contrôle interne. Ces procédures de contrôle interne doivent aller dans ce sens-là. Dans le secteur industriel aussi, le facteur clé, c'est la transformation d'une ou plusieurs matières premières en plusieurs produits finis. Et là, le contrôle interne, il sera particulièrement important au niveau du contrôle des flux de matière pour s'assurer justement que toutes les matières qui entrent dans la production sont transformées et sortent sous forme de produits finis, sous forme d'output généralement, produits finis ou éventuellement sous forme de déchets. Et la troisième composante, c'est le risque de non-détection. Il s'appelle aussi risque auditeur. Là, ce risque, il peut être soit un risque lié au sondage, soit un risque hors sondage. Un risque lié au sondage, c'est-à-dire lié à l'échantillon, qui peut être non représentatif. Un risque hors sondage, c'est lié par exemple à un secteur jamais audité, c'est-à-dire que l'auditeur vient de découvrir un secteur qu'il n'a pas exploré avant, ou bien un risque lié au sondage lié à l'incompétence de l'équipe, une équipe par exemple qui ne maîtrise pas la comptabilité bancaire et qui vient pour auditer une banque. Et je précise ici que généralement les auditeurs considèrent le risque hors sondage comme est égal à 0. Il est absent. Pourquoi? Parce que les commissaires aux comptes se disent qu'on est des professionnels qui sont compétents et qui ne font pas d'erreurs. Et donc là, le risque de non-détection est le risque de l'échantillon, lié à l'échantillon. C'est le risque qui s'appelle le risque lié au sondage. C'est lié à l'échantillon qui peut être non représentatif. Bien. Et une précision aussi, comme pour le cas des autres composantes, le risque de non-détection est un risque inconnu dans l'équation du risque. C'est la composante qui est inconnue. Le risque inhérent, c'est constaté, le risque lié au contrôle, c'est aussi constaté, mais le risque de non-détection est inconnu. Et voilà, si par exemple, vous avez un risque d'audit RA est égal à 1%, et un risque inhérent est égal à 50%, et un risque RLC constaté à 10%, et je vous demande de calculer le RND, le risque de non-détection.
Avec la règle de 3, on peut obtenir que le risque de non-détection est égal à RA sur le produit de RI et RLC est égal à 0,01, le tout divisé par 0,5 fois 0,1 et le résultat est égal à 20%. Bien. Aussi, je dois préciser qu'il y a une relation, c'est très important, une relation indirecte entre le risque d'audit, RA, et le seuil de signification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, quand on baisse le seuil de signification, c'est-à-dire on baisse le seuil de signification, on va prendre 5%. Comme on avait dit avant, le seuil de signification est compris entre 5% et 10%. Donc quand je prends 5%, c'est-à-dire je baisse le seuil de signification, je dois augmenter l'échantillon, c'est-à-dire je dois faire beaucoup de travaux d'audit, j'ai beaucoup de factures par exemple à contrôler, et par voie de conséquence, le risque d'audit diminue. Quand je contrôle beaucoup de factures, beaucoup de bons de commande, beaucoup de documents, etc., le risque d'audit, le risque de se tromper, diminue. Et le même résultat, c'est-à-dire beaucoup de travaux quand le commissaire aux comptes fixe un risque d'audit à la baisse. Également, le deuxième cas, quand on augmente le seuil de signification, automatiquement, on baisse l'échantillon. Quand je mets 10%, quand je fixe seuil de signification à 10%, je baisse l'échantillon, c'est-à-dire je fais moins de travaux d'audit et le risque de se tromper, RA, le risque d'audit, augmente. Voilà un petit peu la relation entre le seuil de signification et le risque d'audit. Maintenant, j'arrive aux procédures d'évaluation des risques de l'entreprise. Ces procédures comprennent, si vous voulez, des enquêtes auprès des dirigeants. Donc, je peux procéder par des enquêtes auprès des dirigeants, auprès des responsables et aussi auprès des employés de l'entreprise. Je peux utiliser des revues analytiques pour identifier par exemple les évolutions significatives ou anormales dans l'entreprise. Je peux également utiliser des observations et des inspections. Je peux faire des visites d'usines ou de sites. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un auditeur qui vient pour visiter une salle de marché pour observer s'il y a une séparation entre les fonctions de trading et de contrôle. Et là, je vais vous faire un petit rappel sur la fonction de trader. Un trader, c'est un négociateur de produits financiers qui intervient au sein de banques d'investissement, de sociétés de gestion des actifs. Et bien sûr, comme vous le savez, il ne peut pas réaliser des placements financiers pour les clients et les contrôler en même temps. Et donc l'auditeur, il va voir s'il y a cette séparation des deux fonctions, contrôle et trading. Bien. Alors, les procédures, toujours dans les procédures, l'auditeur doit identifier les risques d'audit. Parfois, il doit identifier des risques qui ne pourront pas être couverts par le système de contrôle interne. Et ça, c'est le, comme si j'ose dire, c'est le flair, ou bien l'intuition d'un bon auditeur, qui est très bien formé et qui a de l'intuition. Donc, non seulement détecter les risques qui sont apparents, mais aussi les risques qui ne sont pas apparents, qui ne sont pas apparents, qui ne sont pas liés à
au système de contrôle interne, qui ne sont pas couverts par ce système de contrôle interne. Et je vais prendre deux cas. Je vais prendre le cas d'Enron et le cas de la Société Générale. Donc, ces deux cas, ils sont très connus dans la littérature sur les crises des grands groupes privés, d'accord, mondiaux. Enron, c'est un groupe d'entreprises originaire des États-Unis et la Société Générale, c'est originaire de la France. Hein. Par exemple, dans le cas d'Enron, la quasi-totalité des transactions étaient couvertes par des procédures de contrôle interne qui figuraient parmi les meilleures au monde. Et pour intervenir sur les marchés de trading, d'échange des contrats d'énergie, la direction d'Enron avait mis en place des procédures de contrôle draconiennes. Et tout manquement aux procédures était immédiatement sanctionné. Donc ils sont très forts dans la conception et l'application des procédures de contrôle interne. Et aussi, au niveau de la Société Générale, les procédures de gestion des risques étaient parmi les meilleures au monde. Et pourtant, dans ces deux entreprises qui avaient d'excellentes comment dirais-je, procédures de contrôle interne, il avait aussi en même temps des fraudes, d'accord, qui se sont produites. Et ces fraudes se sont produites en dehors du domaine des contrôles. Dans le cas d'Enron, c'est sur les opérations manuelles de déconsolidation et pour le cas de la Société Générale, c'est sur les contrats d'arbitrage, c'est-à-dire sur une frange d'opérations qui sont peu scrutées. Et à partir de cet exemple, ou bien de ces deux exemples que j'ai cités, on peut conclure que les conséquences sur l'entreprise n'ont pas été les mêmes en raison du niveau de réalisation de la fraude. Donc, chez Enron, la fraude émanait du sommet. Voilà ce que vous devez apprendre, c'est que au niveau d'Enron, la fraude a été faite au niveau du sommet de l'entreprise, et au niveau de la Société Générale, il est émané d'un courtier qui est isolé. Donc la fraude, il peut exister en dehors du système de contrôle interne, et c'est à l'auditeur de la détecter avec son intuition et ses diligences d'audit. Bref, ça c'est pour l'évaluation des risques de l'entreprise. Maintenant, je vais attaquer le point suivant, le cinquième point, sur la compréhension du contrôle interne et l'évaluation du risque lié à ce contrôle. Et je commence par la compréhension du contrôle interne. Tout d'abord, je dois préciser que le commissaire aux comptes ne doit comprendre que les contrôles qui ont un impact direct sur les états financiers, comme par exemple le processus de recrutement des agents du service comptabilité. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir s'ils sont surtout compétents, s'ils suivent des formations en continu, en permanence, mais pas pour le service marketing. Et aussi, deuxième point, l'auditeur il devrait appréhender les spécificités de chaque entreprise, c'est-à-dire quoi? Celles-ci, ces spécificités sont liées notamment à sa structure organisationnelle. Il doit aussi appréhender la politique stratégique de l'entreprise, sa position concurrentielle, mais aussi son actionnariat. Bien. Concernant la structure organisationnelle, il est clair que les entreprises très hiérarchisées ont souvent des procédures très formelles. Et une des bases de leur contrôle interne, c'est l'approbation hiérarchique. Comme je le souligne toujours, parmi les éléments de réussite d'un système de contrôle interne, c'est l'approbation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui approuve les décisions.
Bref, et l'auditeur devra s'assurer que les décisions font partie ou bien font l'objet d'une approbation hiérarchique systématique. Bien sûr, ça c'est pour les entreprises hiérarchisées. Pour le cas d'autres entreprises très décentralisées, qui ont une structure, comment dirais-je, matricielle, par exemple, le contrôle se fait souvent a posteriori sur la base d'un reporting ou d'un contrôle budgétaire. Et l'auditeur devra s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle interne applicables et appliquées pour le déroulement des transactions. Concernant la politique stratégique, donc une entreprise en forte croissance ne présente pas pour l'auditeur les meilleurs risques par rapport à une entreprise en déclin. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le premier cas, c'est-à-dire au niveau des entreprises en pleine croissance, l'auditeur devra être attentif au ratio de liquidité de l'entreprise pour s'assurer qu'elle ne risque pas d'être en cessation de paiement en raison d'une forte croissance accompagnée d'un financement insuffisant. Par contre, dans une entreprise en déclin, les procédures sont souvent très bien définies, mais ils ne sont plus forcément appliqués. Le contrôle est devenu routinier dans ces entreprises en déclin. Il n'a pas forcément pris en compte les nouveaux risques auxquels est confrontée la société. Ça, c'est très important pour l'auditeur aussi. Et l'exemple de la Samir est un exemple significatif pour ce cas d'entreprise en déclin. L'auditeur, il est passé lundi, il a donné son rapport sans réserve, un rapport sans réserve, comme quoi il n'y a pas d'anomalie significative. Et le mardi ou le mercredi, 2 jours après, hein, la société a déposé son bilan. La Samir a déposé son bilan. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer seulement ce que j'entends par politique stratégique et son importance pour l'auditeur dans le cadre de sa compréhension du contrôle interne. Bref, le troisième point, c'est la position concurrentielle, est aussi appréhendée par le commissaire aux comptes. Et vous savez que la position concurrentielle d'une entreprise conditionne sa viabilité et son développement. Et parfois, après avoir vécu dans un marché protégé, une entreprise peut se retrouver confrontée à une forte concurrence qui pourrait la conduire rapidement, en moins d'une année par exemple, à la faillite. Et au niveau comptable et financier, l'analyse des provisions pour restructuration ne peut pas se faire indépendamment de la mesure de la pression concurrentielle. Enfin, pour l'actionnariat, il peut également créer des risques particuliers quand, par exemple, l'actionnaire majoritaire il fait réaliser à sa filiale des opérations qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires. Tous ces éléments-là sont à prendre en considération par l'auditeur dans sa compréhension du contrôle interne. Il y a aussi d'autres spécificités qui devraient être reconnues par l'auditeur, à savoir d'abord que des risques particuliers peuvent être liés à la structure financière de l'entreprise. Par exemple, des besoins de financement qui augmentent. Mais ils peuvent également provenir de conflits sociaux qui permettent ou bien qui, comment dirais-je, qui remettent en cause la poursuite des processus de production ou de distribution de l'entreprise. Donc aussi, il y a la question des changements organisationnels qui peuvent impacter une entreprise apparemment sans risque, qui n'avait pas de risque dans le passé, et une modification du système de traitement de l'information pourrait avoir un impact
sur les processus de production et sur la collecte et la mise en forme de l'information. Les risques sont liés, par exemple, aux conditions de mise en œuvre de nouveaux systèmes d'information, aux ressources déployées pour former le personnel, etc., etc. Et donc là, il faut se poser des questions par rapport au système d'information. La question à poser, c'est est-ce que les logiciels ont-ils été suffisamment testés? Est-ce qu'ils répondent à des besoins réels et exprimés, etc., etc. Aussi, pour les changements organisationnels, ils peuvent concerner la répartition des tâches, notamment en cas de restructuration résultant d'une acquisition, d'une fusion, etc., etc. Donc ça, c'est important à appréhender par le commissaire aux comptes. Je passe maintenant à l'évaluation du contrôle interne. Donc il ne suffit pas de comprendre, mais il faut passer à l'évaluation, c'est très important. Et quand on parle du contrôle interne, il y a trois aspects à évaluer. Il y a d'abord l'aspect conception du contrôle interne, conception des procédures de contrôle interne. Il y a aussi évaluation de la mise en place, voir si ces procédures sont appliquées. Et troisième aspect, c'est l'efficacité des procédures de contrôle interne, dans le sens où l'auditeur va s'assurer si ces procédures permettent de détecter les anomalies, les risques et les corriger au moment opportun. Et l'auditeur doit s'assurer que les forces relevées dans l'analyse du système de contrôle interne sont permanentes. Ça, c'est très important. Il doit aussi s'assurer que les contrôles prévus sont effectivement et correctement appliqués. Et pour évaluer l'application et l'efficacité du contrôle interne, l'auditeur recourt à des tests. Qui s'appellent les tests de l'application et de l'efficacité des procédures. Ces tests se basent souvent sur un outil qui s'appelle le questionnaire. Et l'objectif de l'auditeur, en évaluant les procédures de contrôle interne par le questionnaire, l'objectif est de s'assurer que ces procédures permettent d'atteindre les objectifs opérationnels fixés par la direction. Et bien sûr, le questionnaire utilisé par l'auditeur, il peut être un questionnaire standard ou un questionnaire adapté selon la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité. Le questionnaire est préparé au bureau de l'auditeur, dans son cabinet, et rempli en étant avec le contrôleur qui est le responsable ou le chef hiérarchique de l'entreprise. Et une fois rempli le questionnaire de contrôle interne, l'auditeur peut apprécier si les procédures de contrôle interne permettent d'atteindre chacun des objectifs de contrôle interne. Donc, je peux vous parler un petit peu de quelques questions, de quelques exemples de questions qui sont posées pour évaluer le cycle achat-fournisseur. Donc, il peut y avoir des questions sur l'assertion réalité. Je vais donner quelques questions sur l'assertion réalité. Je vais aussi donner quelques questions sur l'assertion exhaustivité. Alors, par rapport à la réalité, posez les questions suivantes. Pour enregistrer les achats, y a-t-il des documents justificatifs? Donc, les réponses peuvent être oui, non, ou ne s'appliquent pas. Deuxième question, les bons de commande sont-ils autorisés par les dirigeants, c'est-à-dire par le directeur financier ou le chef comptable, etc. C'est la même chose, donc la réponse des dirigeants va être soit oui, non ou ne s'applique pas. Troisième question, faut-il un bordereau de réception écrit afin que
la marchandise reçue puisse être acceptée, les mêmes possibilités de réponse, etc., etc. Par rapport à l'exhaustivité, on peut poser une question. Tient-on un registre des réceptions? Une autre question sur est-ce que les bordereaux de réception pour les marchandises reçues sont-ils pré-numérotés? Une autre question, la société vérifie-t-elle la réception des marchandises de manière à s'assurer que toutes les marchandises reçues sont reportées au compte facture? Et bien sûr, les réponses, c'est toujours les trois réponses dont j'ai parlé, oui, non, ou bien ne s'appliquent pas. Alors, si je veux résumer, je peux dire que les questionnaires d'évaluation de l'efficacité du contrôle interne recensent pour chaque objectif de contrôle interne les questions relatives aux différents moyens d'atteindre l'objectif. Et chaque question porte sur l'existence d'une procédure de contrôle et la réponse apportée peut être oui, non, non applicable. Dans le premier cas, réponse oui, il s'agit d'une force pour l'entreprise car il existe une procédure de contrôle interne permettant d'atteindre l'objectif de contrôle identifié précédemment. Dans le second cas, réponse non, il s'agit d'une faiblesse pour l'entreprise. Et enfin, dans le dernier cas, réponse NA ne s'applique pas, c'est-à-dire que la procédure n'a pas de raison de s'appliquer à l'entreprise. Pourquoi? Parce que soit son secteur d'activité ne s'y prête pas ou sa structure organisationnelle ne s'y prête pas également. Voilà pour le quatrième point, évaluation des risques, et le cinquième point, évaluation et compréhension du contrôle interne. Maintenant, je passe au dernier point sur l'élaboration du plan de mission. Alors, le dernier point dans la phase 1, élaboration du plan de mission. Le plan de mission, c'est un programme de travail. Il s'appelle aussi Mémorandum de stratégie d'audit, qui est un document établi par l'auditeur, chef de mission, pour synthétiser par cycle les techniques d'audit choisies pour vérifier que les comptes remplissent bien les objectifs d'audit définis. Le choix de ces techniques est influencé par le fait que certaines d'entre elles permettent de vérifier plusieurs objectifs en même temps et qu'il faut toujours opter pour celle qui est la plus efficace. Donc, c'est un document qui précise et qui permet de formuler la nature, l'étendue de la mission, le calendrier des travaux. C'est un canevas de contenu, d'un planning et d'un budget. Le plan de mission peut servir, si j'ose dire, comme un fil conducteur pour les intervenants tous les intervenants dans la mission d'audit. D'accord? Et c'est un document également qui permet de formaliser les décisions du commissaire aux comptes par rapport à la mission, les principales décisions du commissaire aux comptes par rapport à une mission d'audit. Et ces décisions concernent 1. Le choix des collaborateurs en fonction de leur expérience et de leur connaissance du secteur d'activité de l'entreprise à auditer. 2. Une décision concernant la répartition des travaux dans le temps et par rapport aux zones de risque identifiées et par rapport aussi à l'espace dans le temps, c'est-à-dire les dates d'intervention et les durées des visites programmées pour l'entreprise. Dans l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'on va attaquer en premier l'usine, les succursales, les agences, etc., etc. L'espace, c'est-à-dire pour le cas d'une banque, par exemple, qui a des succursales un peu partout au Maroc. Donc, il faut qu'il y ait un planning de visite, d'accord, de ces succursales, d'accord, qui est étalé sur le temps. Et par rapport aux zones de risque identifiées, donc dans la première phase de l'évaluation des risques par l'auditeur. Et la troisième décision, c'est l'appel à des spécialistes, c'est-à-dire étudier par exemple l'opportunité de faire appel à des spécialistes dans le cas où
nous aurons à auditer des applications informatiques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît l'informatique, c'est-à-dire un ingénieur par exemple. Le budget également est une décision importante sur laquelle il faut trancher. Et là, il faut déterminer les heures nécessaires et calculer les coûts estimés correspondant à ces heures de travail nécessaires à cette mission d'audit. Voilà tout ce qui est de la première phase. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la deuxième phase portant sur les principales réponses de l'auditeur face à son évaluation des risques. Il y en a ceux aussi qui parlent de la phase d'exécution de la mission d'audit. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.